Les matins de France Culture. Guillaume Erner. C'est une véritable révolution qui va toucher nos modes de vie au quotidien, qui va également toucher la totalité d'une filière qui est en train d'ailleurs de la transformer. Plus d'un quart des voitures vendues en France étaient électriques en 2023 et bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est qu'un début. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Bernard Julien. Vous êtes en duplex avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux et ici même dans ce studio, Daniel Attias. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à Centrale Supélec, membre de l'Université de Paris-Saclay. Je l'ai dit en introduction, il y a en une des Échos cette information, un constructeur chinois peu connu encore en France, BYD, donc B-Y-D, a doublé Tesla. Peut-être quelques mots pour nous dire ce que ça signifie. Quel est ce constructeur BYD, Daniel Attias ? Alors, c'est un constructeur qui a déjà une certaine renommée, en tout cas en Chine et à l'international, évidemment. Il faut quand même savoir qu'il n'est pas tout seul parce qu'ils sont plusieurs constructeurs, donc il n'est pas isolé. Mais la Chine est arrivée à produire l'année dernière et à vendre 14 millions de voitures électriques, ce qui est quand même pas mal. Et effectivement, il tend à être le numéro 1 mondial de la vente, étant entendu qu'il a une gamme assez large, donc il est capable d'offrir de la petite et voire de la voiture de haute gamme et de concurrencer Tesla sur un créneau qui était aujourd'hui très réservé pour Tesla puisque c'était la voiture électrique haut de gamme. La Chine s'est lancée de manière significative dans la production de voitures électriques, Daniel Attias. Oui, absolument. C'est très impressionnant puisqu'on est à plus de 60% par an de progression. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on visite la Chine, quand on y est présent, moi j'ai l'occasion d'y travailler, certains campus universitaires, comme celui de Beiyang, par exemple, qui est la plus grande université de Pékin, eh bien tout le campus est entièrement équipé en voitures électriques et micro-mobilité électrique. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier aussi que les vélos, les trottinettes, etc. sont tous électriques. C'est évidemment un véritable défi pour le monde entier, en particulier pour la France et ses marques automobiles, et pour l'Allemagne. Alors, et pour l'Allemagne, c'est toute la question de la concurrence chinoise qui fait très peur à l'Europe. Alors, je pense qu'on va peut-être parler des garde-fous qu'on est en train de mettre en place, parce qu'on est aussi capable de se protéger en mettant en place des normes, des conditions d'accès, pas mal de choses qui devraient éventuellement freiner cette arrivée massive de voitures chinoises. Bernard Julien, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution avec donc des chiffres qui témoignent bien sûr d'une évolution particulièrement rapide de la voiture électrique, sachant qu'en 2035, l'Europe est censée interdire la vente de modèles thermiques? Ce qui est très clair, c'est que on a maintenant une évolution qui paraît assez irréversible à la fois sur nos marchés et dans l'industrie. Et ce qui est également très clair, c'est que ce mouvement a été quand même déclenché par la Chine. Si nous l'avons relayé en Europe, c'est en partie parce que Volkswagen, très très présent en Chine avec pratiquement la moitié de ses ventes là-bas, a souhaité au fond faire la même chose en Europe qu'en Chine. Donc on a un mouvement qui correspond à l'imposition d'un standard qui est le standard chinois de la voiture électrique, disons-le, et pour lequel, évidemment, la Chine est préparée puisque elle l'a souhaité et elle n'a pas mis la charrue du marché avant les bœufs de l'industrie, si vous voulez, comme nous le faisons nous. Donc nous, on a effectivement un marché qui est en train de se développer et une vraie difficulté à le suivre industriellement, tant dans la production d'automobiles, puisque BYD, vous le disiez, est numéro 1 mondial, mais est aussi en train de s'implanter en Europe via la Hongrie. Et puis, évidemment, on a aussi tout ce retard qui est en train d'être comblé, mais lentement, du côté des batteries et de notre capacité à produire nos batteries d'une part et à en maîtriser les technologies d'autre part. Et oui, parce que c'est ça en fait qu'il faut souligner, Bernard Julien, l'évolution donc en cours avec le passage à la voiture électrique, ça signifie une véritable révolution pour la filière, puisque ça veut dire donc des batteries, des moteurs, mais principalement des batteries, c'est ça en fait qui pose aujourd'hui problème ? Alors ça pose problème effectivement parce que les batteries ce sont des technologies mais ce sont aussi des matières premières et sur les technologies BYD et d'autres grands producteurs soit de batteries soit de voitures chinois sont assez en avance par rapport à nous et du reste Tesla qui est l'autre grand concurrent américain lui est aussi
en train de se fournir en partie en batteries chinoises. Donc on en est tous là, c'est-à-dire que tous les constructeurs sont amenés à s'alimenter en batterie, soit auprès des Coréens, soit auprès des Japonais, soit majoritairement auprès des acteurs chinois. Et puis, évidemment, il y a derrière cela la capacité à maîtriser la filière, c'est-à-dire à s'approvisionner en lithium, à s'approvisionner en cuivre, à s'approvisionner éventuellement en cobalt. Et cela aussi, ça fait partie des éléments qu'il va falloir arriver à contrôler. Ça n'est pas tout à fait perdu parce qu'on part de pas grand-chose, y compris en Chine, mais c'est vrai que le retard est manifeste. Alors, pour vous, Bernard Julien, était-ce une bonne idée, puisque vous parlez de charrues et de bœufs, et donc vous soulignez, si je vous suis bien, que ce virage, il a été pris pour des raisons principalement écologiques, pour un certain nombre de normes, mais en réalité, ce que vous signifiez, c'est que notre industrie n'est pas prête. Oui, alors effectivement, simplement, on s'est trouvé politiquement face à des industriels qui freinaient des quatre fers, si je puis dire. Et donc on a choisi de les mettre devant le fait accompli, de les mettre au pied du mur en disant ils vont nous dire éternellement qu'ils ne sont pas à même de faire cela. On les a entendus nous dire et nous mentir sur ces questions-là. Des choses depuis des années, et peut-être faut-il changer de méthode, s'est-on dit après l'affaire Volkswagen, ce qui a été fait, et après tout, ces constructeurs qui nous disaient être parfaitement incapables de faire ce virage-là, ils sont quand même en train de le faire, donc on n'a pas eu tout à fait tort, même si évidemment on nourrit aujourd'hui à raison un certain nombre de craintes quant à notre capacité à être concurrentiel demain par rapport à des États comme la Chine, mais aussi comme les États-Unis, qui ont des moyens politiques que nous, en Europe, nous peinons à avoir, parce que nous ne sommes pas un État. Nous sommes une collection d'États qui tireront un peu à hu et à dia lorsqu'il s'agit de concevoir des politiques communes pour faire front face à cette concurrence très puissante qui est celle des Chinois d'une part, mais aussi de la Corée, du Japon et puis surtout des États-Unis. Daniel Attias. Oui. Une réaction là-dessus sur la charrue et les bœufs, puisqu'on parle de mobilité. Bon, c'est vrai, c'est une discussion qu'on a régulièrement avec Bernard. Moi, je suis assez confiante. Enfin, j'ai quand même l'impression que les constructeurs français, on sera d'accord là-dessus, ont pris le tournant. Alors, le Renault, virage, en tout cas, Renault, c'est clair. De l'époque de Oui. Ghosn, c'était déjà son credo. Et il faut reconnaître qu'à l'époque, tout le monde l'observait avec un certain scepticisme. Oui. Carlos Ghosn estimait que l'avenir de la voiture était la voiture électrique. Absolument, oui. Il a tenu ce discours il y a déjà presque 8-10 ans. Donc, alors on était dans le discours, on est d'accord. Ensuite, vous avez la résistance, je dirais, des plateformes elles-mêmes qui sont quand même très lourdes, parce que ça supposait un changement technologique et industriel quand même fort. Alors, en même temps, à la différence peut-être d'autres pays, et je pense surtout à la Chine, c'est que nous, on a un État qui accompagne en général ce genre de grandes mesures. On n'abandonne pas nos constructeurs. Je veux dire, la mise en place des bonus, de tout ce que vous pouvez imaginer, y compris l'idée que assez rapidement, et on espère que ça va se concrétiser avec une certaine force, dans le nord de la France, on va construire des usines de batteries qui vont être quand même conséquentes. Et ça veut dire quand même qu'on prend un virage, alors peut-être avec un peu de lenteur, un peu de retard, mais il est quand même véritablement pris. Pour moi, la révolution de la mobilité électrique est en route en France et avec une certaine dynamique. Si on prend par exemple, autre fait intéressant, parce que c'est aussi les acheteurs dont il faut parler, on a, dans la plupart des ménages, quand on a des études d'enquête, 40% des ménages en 2024 ont l'intention d'acheter un véhicule électrique. Et l'on voit là aussi qu'il y a un certain nombre de plans qui sont aujourd'hui en cours, notamment le leasing avec la voiture électrique à 100 €, puisque jusqu'ici, le principal obstacle à la voiture électrique, c'était tout d'abord son coût. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Une voiture électrique a un coût aujourd'hui encore supérieur à n'importe quelle autre voiture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne bénéficie toujours d'un bonus qui va être évidemment revisité, revu. On aura l'occasion d'en parler parce qu'on va introduire des nouveaux critères. C'est compliqué, effectivement, cette histoire de bonus. Oui, alors c'est assez complexe. Je ne sais pas si on prend quelques instants pour expliquer. Alors, tout d'abord, jusqu'à présent, il était de l'ordre de 6 000 à 7 000 €. Aujourd'hui, il serait un peu inférieur et on y ajouterait des nouveaux critères qui sembleraient être des critères qui seraient des critères pour
bloquer dans une certaine mesure la vente des voitures chinoises. Alors, quels sont ces nouveaux critères qu'on a introduits ? Eh bien, c'est des critères qui sont liés à la fabrication de la batterie elle-même, c'est-à-dire des conditions d'émission de CO2 qui doivent être inférieures, donc de l'ordre de 4 à 5 fois inférieures à nos normes européennes, ce qui n'est pas le cas pour l'instant pour les constructeurs chinois, qui fabriquent avec des normes de CO2 beaucoup plus importantes. Le deuxième critère, c'est l'émission de l'industrie elle-même, c'est-à-dire la manière dont c'est fabriqué, l'usine de fabrication, produit-elle du CO2 ou pas. Et le troisième critère, c'est le critère de recyclage, c'est-à-dire quelles seraient les conditions de recyclage de tous les composants de la batterie, et y compris évidemment des composants de la voiture. Voilà. Donc on a effectivement cette politique-là. L'autre politique, donc, c'est ce leasing à 100 €, ce qui suppose qu'il y ait des modèles qui soient suffisamment bon marché, Daniel Attias, pour pouvoir donc organiser ce type de financement. Moi, je suis convaincue que les prix baisseront. Nous sommes dans une dynamique de baisse des prix. Tout simplement parce que la voiture électrique ne coûte pas si cher que ça, en termes de fabrication. Alors on rappelle assez souvent que pour fabriquer une voiture électrique, il faut 3 jours ouvrés. Pour une voiture thermique, c'est 5 jours. Donc on a un différentiel qui est clair, qui devrait permettre une baisse. Et puis la concurrence, l'hypercompétitivité mondiale va créer des situations de baisse inévitablement. Alors le leasing social, à mon avis, c'est une belle opportunité. 100 € par mois, sachant que on raisonne toujours en coût d'achat et non pas en coût d'entretien. Une voiture électrique coûte très peu cher à l'entretien. On est d'accord ? Il n'y a pratiquement pas de pièces de rechange, il n'y a pas de... Voilà, nous sommes sur des coûts faibles. Ce qui, dès lors, et on en parlera dans une vingtaine de minutes, Daniel Attias, pose un problème pour toute la filière, c'est-à-dire par exemple pour le réseau de garages, pour tous ceux qui vivaient de la réparation automobile. Ce secteur est en cours de révolution. On continue à en parler avec vous. Vous êtes professeur émérite à Centrale Supélec et membre de l'Université de Paris-Saclay, et Bernard Julien, maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Une évolution et probablement une révolution. Plus d'un quart des voitures vendues en France étaient électriques en 2023, et ce n'est bien évidemment qu'un début. On en parle avec Daniel Attias, professeur émérite à Centrale Supélec, membre de l'Université Paris-Saclay. Bernard Julien, vous êtes maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux. Bernard Julien, cette transformation de l'industrie automobile, cette évolution vers l'électrique, c'est en partie une mauvaise nouvelle, disiez-vous, pour les constructeurs français, et probablement une mauvaise nouvelle aussi pour les constructeurs allemands. Qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que cela pourrait, par exemple, rebattre les cartes dans le domaine de l'automobile ? Vous avez, si vous voulez, une avance qui était très forte sur le moteur thermique, avec des barrières à l'entrée par rapport aux Chinois, entre autres, qui étaient tout aussi fortes. Donc le jeu chinois ici, ça consiste à abaisser les barrières à l'entrée en mettant tout le monde sur le pied d'égalité que constituerait le véhicule électrique, puisque personne n'a d'avance, et s'il y en a une, c'est plutôt eux qui l'ont. Donc il y a évidemment une problématique de cet ordre-là, à la fois en Europe et partout dans le monde. Alors, est-ce pour autant que c'est perdu ? Évidemment non, puisque on a des constructeurs qui savent faire des voitures, électriques ou non. On a une maîtrise des marchés et des cultures de consommation européennes qui sont à l'avantage plutôt des entreprises en place. Et donc, de tout cela, les constructeurs européens essayent de jouer pour lancer des gammes de véhicules électriques qui soient les plus adaptées possibles, à la fois au contexte réglementaire et puis au contexte de consommation. Donc ça veut dire aujourd'hui que le marché naissant du véhicule électrique, il est certes attaqué par Tesla et par les constructeurs chinois, mais il continue d'être dominé chez nous comme ailleurs par nos constructeurs locaux, qui se sont activés depuis 10 ans pour Renault, depuis oui, un on peu l'a moins dit pour les Renault, autres. mais Voilà. il n'en reste pas moins, Bernard Julien, que disons la spécialisation des véhicules français, c'était le moteur diesel. Oui, alors c'était le moteur diesel, mais c'était aussi les petits véhicules. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un marché qui a été attaqué, je dirais, par le haut, à la Tesla, si vous voulez, avec des véhicules qui sont plutôt très chers et qui d'ailleurs, même s'ils se sont développés très rapidement, commencent à peiner un peu à se vendre tellement ils sont chers. Donc il y a aujourd'hui un mouvement... Tesla a diminué ses prix sur un grand nombre de modèles, a lancé une forme de guerre des prix, malgré tout, pour essayer de rattraper on ce reste retard. quand même au-dessus de 40 ou 45
000 euros. Hein, donc on est quand même dans des zones sur lesquelles la plupart des consommateurs ne peuvent pas se placer. Hein, et donc la guerre qui va s'ouvrir là en 2024 est celle, Daniel Attias le disait un petit peu tout à l'heure, de la descente en prix, hein, de la descente en gamme. Oui. Hein, et donc là, effectivement, il peut y avoir avec la R5 que Renault s'apprête à commercialiser. C'est la nouvelle R5, avec, il faut le dire, voilà, Bernard Julien. Avec une C3 électrique qui sera pas française, qui ne sera pas assemblée en France, mais qui sera quand même un véhicule de marque française. Hein, on va avoir une offensive, disons, qui va être portée en partie par les marques françaises pour essayer de rendre un peu plus accessible, j'allais dire non pas aux classes populaires parce que ça c'est hors d'atteinte, hein, mais au moins aux classes moyennes, si vous voulez, hein, le véhicule électrique. Hein. Donc il y a effectivement un certain nombre d'atouts. Reste, vous l'évoquiez, hein, le fait que il y a en matière de maîtrise des technologies, en particulier des technologies de la batterie, un retard que Renault comble par exemple avec un partenaire chinois aujourd'hui, Stellantis, hein, donc les marques Peugeot et Citroën entre autres s'y attaquent aussi avec deux fers au feu, disons, hein, une filiale batterie qui est censée prendre une partie des responsabilités, si vous voulez, en matière de batterie, et puis ils ont quand même des partenaires chinois pour les aider sur des technologies un peu moins chères. Hein. Donc il y a effectivement une hésitation hein, quant à la question de savoir si on parviendra en Europe et en France en particulier à se rendre maître des technologies électriques et de batterie en particulier, ou bien s'il va falloir partager le pouvoir technologique avec l'industrie asiatique et en particulier l'industrie chinoise. Daniel Attias, il y a d'ailleurs en Allemagne, puisque l'Allemagne était connue notamment et demeure connue pour des modèles thermiques bien sûr, avec des moteurs particulièrement puissants. Il y a eu donc un investissement important de la part de Volkswagen dans l'électrique. Tous les modèles aujourd'hui se convertissent à l'électrique, mais malgré tout, il reste un retard en Allemagne. Oui, tout à fait. L'Allemagne n'a pas tout à fait la même dynamique que nous. Il y a moins de ventes, il y a moins de véhicules électriques vendus en Allemagne. Les consommateurs, certes, en achètent, mais pas dans les mêmes proportions et surtout pas dans la même dynamique. Je pense qu'il y a une histoire culturelle liée à la voiture en Allemagne qui est très différente de la nôtre. Et puis peut-être encore un cadre d'adaptation qui n'est pas tout à fait à la même hauteur. Alors je pense aux infrastructures, parce que nous avons environ 100 000 bornes de recharge, ce qui est pas mal en France. C'est un bon début, on va dire. Il n'y a pas l'équivalent en Allemagne. C'est environ 10 à 20% de moins de bornes de recharge. Or ça, c'est la condition sine qua non pour pouvoir acheter des voitures électriques, d'avoir des relais, évidemment, en termes de charge. Ce qui veut dire que, par exemple, en Chine, ces bornes, elles sont présentes, elles permettent donc de rouler de manière beaucoup plus facile en électrique ? Oui, absolument. Il y a des bornes absolument partout. Il y a une grande facilité qui est faite pour tous les consommateurs chinois et les usagers qui, évidemment, la plupart d'entre eux utilisent de plus en plus aujourd'hui la voiture électrique. Alors là, je parle des centres urbains, principalement. Oui, parce que Bernard Julien, ce qui est en cause, c'est la totalité de la filière. Alors, on l'évoquait rapidement tout à l'heure. Il y a par exemple une révolution qui va devoir être en cours également par la filière, donc au niveau par exemple des garages, puisque les véhicules électriques sont censés moins tomber en panne que les modèles thermiques. Il y a moins d'opérations donc d'entretien comme les vidanges, ce genre de choses, ça n'existe pas sur l'électrique. On peut imaginer que ça fasse des ravages au niveau des garages ? Oui, alors il faut quand même prendre un peu la mesure du phénomène, hein, si vous voulez. Les immatriculations de voitures électriques cette année, c'était 300 000 voitures. Des voitures qui roulent en France, on en a à peu près 40 millions. Hein, donc ça veut dire que si on mesure l'électrification, non pas au niveau des immatriculations, mais au niveau du parc qui circule, on est plutôt entre 1 et 2,5% que dans les 15 ou 16% qu'on va avoir enregistré cette année sur les immatriculations. Ah, donc ça veut dire quoi? Vous voulez dire que les garages ont le temps de se retourner? Voilà, hein, très largement, hein, puisque nous, on a un parc automobile qui a pratiquement 11 ans de moyenne d'âge, hein, donc ça veut dire que l'électrification va mettre entre 20 et 35 ans à s'opérer, quoi. Hein, donc ça veut pas dire que les garages ne vont pas être impactés, hein, mais ça veut dire qu'ils vont être impactés très lentement. Ça veut dire aussi, d'ailleurs, hein, que la décarbonation associée à l'électrification va s'opérer avec une lenteur très embêtante, hein, du point de vue de l'urgence climatique.
à laquelle nous pensons. Hein. Donc ça veut dire aussi, si vous voulez, que l'obligation de rouler en véhicule électrique, que l'on essaye de suggérer à travers le leasing social, etc., eh bien, elle va être une obligation finalement très progressive parce que, on le sait, hein, les ménages s'équipent très très majoritairement en véhicules d'occasion et en véhicules d'occasion anciens, et par conséquent, la vitesse d'électrification des consommations automobiles dans leur ensemble va être beaucoup plus faible que ce qu'on a tendance à imaginer lorsque l'on regarde évoluer les immatriculations et lorsque l'on pense par exemple à la prohibition des voitures thermiques, de l'immatriculation des voitures thermiques en 2035. Lorsqu'en 2035, on interdira aux véhicules thermiques d'être immatriculés, on ne sera pas à un tiers du parc électrique. Donc ça veut dire que pendant de très longues années encore, dans le monde urbain, mais a fortiori dans le monde rural, on aura des véhicules thermiques qui circuleront. Alors pour les garagistes, ça veut dire que ils ont effectivement le temps de se retourner. On sait aussi que les voitures électriques, elles ont quand même besoin qu'on en change les pneus, qu'on en révise les amortisseurs, qu'on fasse face aux chocs qu'elles peuvent avoir comme les autres. Tout ceci fait que quand on anticipe les évolutions au niveau des garages, je m'en suis occupé en partie par quelques études, on est quand même sur des évolutions qui ne vont pas impacter durablement ou qui ne vont pas impacter rapidement et fortement les effectifs. Il en va des garages d'ailleurs comme de l'industrie. Une voiture, parce qu'elle est électrique, ne change pas complètement. Les mêmes usines fabriquent les voitures thermiques et les voitures électriques. Il y a évidemment une partie qui est la partie moteur. Il n'y a plus de réservoir, il n'y a plus de pot d'échappement, etc. Mais la voiture n'est pas qu'un réservoir ou qu'un pot d'échappement. C'est aussi un ensemble d'autres fonctions qu'il faudra entretenir et réparer à l'avenir. Même chose pour le réseau de pompes à essence, parce que là aussi, on les a vus disparaître en raison de normes. Dans les grandes villes, elles sont aujourd'hui extrêmement rares, ces stations essence. Si on assiste à un remplacement, donc vous l'avez dit, par rapport à vos prévisions, bien entendu, ça sera très progressif, mais une prise électrique ou une borne de recharge peut remplacer aujourd'hui une station-service. Oui, c'est vrai que c'est une révolution systémique, et donc il va falloir faire coexister pendant d'assez longues années, je l'indiquais, les deux technologies et l'ensemble des supports qui leur permettent de fonctionner. Donc effectivement, il va falloir probablement réguler la distribution de carburant pour que les détenteurs de véhicules anciens ne soient pas demain dans des difficultés plus grandes que celles qu'on a aujourd'hui déjà, vous l'évoquiez, dans le monde rural par exemple, pour aller recharger son véhicule. Je rappelle quand même que lorsque on a vu apparaître le véhicule thermique, on n'avait pas de pompe à essence et les gens avaient des bidons. Donc il y a évidemment un bricolage autour de tout cela. D'ailleurs, ça veut dire aussi que aujourd'hui il y a une polarisation sur la question des bornes de recharge. Quand je regarde les statistiques que nous fournit l'agence qui s'occupe de tout cela en France, on s'aperçoit que chaque borne de recharge est utilisée aujourd'hui 14 fois par mois. Ça veut dire que vous n'avez pas une fréquentation de chaque borne publique de recharge par jour. Ça veut dire qu'on en a aujourd'hui presque trop, quoi. Donc on a évidemment aujourd'hui une espèce de saut dans l'inconnu qui fait que on s'inquiète volontiers de questions qui sont pas forcément les plus problématiques, alors qu'on oublie d'autres qui le seraient probablement davantage. Et là, de ce point de vue-là, la question de savoir ce que va devenir l'emploi industriel en France est probablement la question qu'il faut se dépêcher de poser, parce que là, on a une urgence, parce que là, évidemment, pour les gens qui fabriquent des moteurs, pour les gens qui fabriquent des boîtes de vitesse, pour les gens qui sont aujourd'hui employés par l'industrie automobile française, mais aussi allemande, mais aussi hongroise, etc., on a une question sociale qu'il va falloir poser avant qu'elle ne se pose, quoi. Mais justement, Bernard Julien, qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'industrie française se mette au diapason, puisque on a l'impression d'une part que Renault s'est orienté très tôt vers ce type d'automobile, et puis d'autre part que le fait de remplacer un moteur thermique par un moteur électrique n'est pas de nature à être plus
consommateurs de main-d'œuvre. Bref, les Français pourraient très bien être performants là-dessus. Oui, hein, il y a évidemment derrière le fait qu'il y ait moins d'emplois associés à la voiture électrique, peut-être une opportunité pour relocaliser en France ce qui était parti à l'étranger pour des raisons qui avaient trait au coût de main-d'œuvre. Hein. Donc il y a évidemment un mouvement de cet ordre-là qui est le fait de Renault, hein, puisque Renault faisait ses petites voitures, et la Clio en particulier, en Turquie. Aujourd'hui, la R5 va être faite dans les Hauts-de-France, hein, et donc on a là une espèce de mouvement ou d'inversion de l'histoire industrielle qui est assez évocatrice de ce qu'on pourrait espérer à travers l'électrification, hein, c'est-à-dire un deal où on dirait, puisque on électrifie avec des fonds publics français, il est peut-être opportun d'en profiter pour relocaliser. Ce mouvement-là, il est un mouvement un peu hésitant, hein, puisque on voit bien que BYD a décidé d'aller en Europe de l'Est faire ses voitures électriques. On a, je l'évoquais tout à l'heure, Stellantis qui va plutôt faire ses voitures électriques pour beaucoup d'entre elles, en tout cas, soit en Espagne, soit ailleurs. Hein. Donc on a une espèce de valse hésitation, hein, et il est probable que on ait besoin d'un engagement public et des groupes automobiles plus forts pour que ce mouvement qui permettrait de compenser par des relocalisations une baisse en contenu en emploi des voitures soit plus net qu'il ne l'est aujourd'hui. Hein, ça fait partie des enjeux des temps ou des mois à venir pour l'industrie automobile française. Hein, je pense que l'ensemble de la filière aura à cœur de dire si des petites voitures électriques doivent être faites, elles doivent être faites non seulement par les constructeurs français qui s'y emploient déjà, mais elles doivent être faites là où est le cœur du marché de la petite voiture électrique probablement, c'est-à-dire plutôt en France qu'ailleurs en Europe. Daniel Attias, qu'en pensez-vous justement sur les aides, la manière dont l'industrie française se déploie ou devrait se redéployer autour de l'électrique ? Alors c'est tout à fait juste que le processus de relocalisation peut sauver des emplois chez nous et peut permettre de produire des voitures, je dirais, de petite taille, qui peuvent être accessibles du coup à un plus grand nombre par rapport à ce qui est possible. Alors ça, je pense que c'est un point important. Je pense quand même que le soutien de l'État est indéfectible pour ces constructeurs, c'est clair. Alors à travers ce dont on parlait, des bonus, du fameux leasing social du 100 €, qui permet quand même de créer des nouveaux acheteurs, hein, parce qu'il faut savoir qu'on est dans un process tout à fait nouveau aussi, c'est que la voiture électrique, les gens achètent des voitures neuves. Hein, ils achètent une voiture électrique et neuve. Ce qui n'était pas du tout les habitudes jusqu'à présent, parce qu'on achetait principalement de l'occasion. Et très tardivement, en fin de carrière professionnelle, on se disait à la retraite, une voiture neuve sera parfaite. Là, ça va être le contraire. Alors, il y a aussi autre chose qui est en jeu et qui est assez intéressant parce que c'était un peu frémissant l'année dernière, c'est le marché de l'occasion électrique. Et on va peut-être avoir deux types de marchés, le marché traditionnel thermique d'occasion et l'électrique. Et alors, on voit par exemple que la Renault Zoé, etc., s'est bien vendue l'année dernière, qu'ils peuvent encore bénéficier pour certains acheteurs d'un bonus. Donc on a tout cet accompagnement qui se fait pour que des nouveaux acheteurs arrivent sur le marché. En termes d'usage, sans entrer dans des détails trop techniques, Bernard Julien, vous évoquiez les bornes qui étaient peu utilisées, mais l'un des freins à la voiture électrique, c'est la capacité donc de rouler sur une longue distance, du fait donc de la contenance des batteries et du fait du temps qu'il faut pour les recharger avec des chargeurs normaux. C'est là-dessus d'ailleurs que Tesla a innové avec un réseau de superchargeurs qui permet donc de charger des voitures très rapidement. Là aussi, c'est un enjeu. Est-ce que ça peut supposer, par exemple, une modification du rapport à la voiture ? Puisque si on veut faire de longues distances avec une voiture électrique, ça suppose ou bien de l'organisation ou bien l'utilisation de ces superchargeurs. Oui, je pense que c'est une question cruciale. Si vous regardez la Chine, vous apercevez qu'il y a une diffusion rapide, on l'évoquait tout à l'heure, de la voiture électrique, mais ce sont des toutes petites voitures électriques avec des autonomies qui sont finalement assez limitées parce que les grandes distances ne sont pas faites en voiture en Chine, et du coup ça ouvre très largement la fenêtre d'opportunité pour placer de la voiture électrique. Et donc je pense qu'il y a un défi de cet ordre-là à considérer que une large partie des déplacements que nous faisons en voiture
sont des déplacements courts, et par conséquent, il est peut-être opportun pour abaisser le prix et d'ailleurs pour rendre les véhicules électriques moins gourmands en matières premières, d'aller vers des petits véhicules, d'aller vers des véhicules plus adaptés à nos déplacements moyens qu'à nos déplacements rares, qui sont des déplacements de longue distance. Donc ça voudrait dire que on aurait en quelque sorte pour tout ce qui est navette, domicile-travail, etc., des véhicules qui soient adaptés et qui permettent de ne plus passer à la pompe. Donc ces véhicules-là, on en a déjà un petit peu sur le marché. C'est typiquement ce que propose la Dacia Spring, qui hélas est faite en Chine, mais c'est ce type de véhicule qu'on risque de voir se développer, à condition toutefois qu'on ait des solutions à peu près accessibles, en particulier pour les ménages modestes, lorsqu'il s'agira d'aller en vacances ou de faire des longues distances. Alors très souvent, les ménages ont plusieurs véhicules, et donc on peut imaginer qu'ils conservent un véhicule thermique pour les vacances et qu'ils aient pour le quotidien. A priori pas le but du jeu, si j'ose dire, mais... En tout cas, en termes d'émissions, c'est quand même beaucoup plus... dès lors qu'on va voir coexister pendant très longtemps des véhicules thermiques et des véhicules électriques, un des modes de coexistence pourrait être d'avoir des véhicules qui conservent ces fonctions-là pour les longues distances, alors que l'essentiel des kilomètres parcourus, qui correspondent quand même à des déplacements du quotidien, serait plutôt fait par des véhicules électriques qui restent à inventer d'une certaine manière. Donc bien sûr qu'il y a eu une révision de la manière dont on s'équipe en véhicules et dans la manière dont on les répartit, ces kilomètres, qui est à mettre en place. Aujourd'hui, on est quand même parti pour faire des véhicules électriques qui soient plutôt les jumeaux des véhicules thermiques, et qui, du coup, visent la même polyvalence, la même capacité d'aller loin, etc. Je pense pour ma part que c'est plutôt une impasse, et qu'il est urgent de réexaminer la question automobile à l'occasion de l'électrification, comme on l'avait fait d'ailleurs au tout début de l'électrique, quand on était du temps de Jean-Louis Borloo, etc. On était en train d'imaginer une électrification qui irait de pair avec des véhicules plus partagés, etc. Cela, on l'a un peu oublié en chemin dans les dernières années pour aller proposer des véhicules électriques qui soient beaucoup plus polyvalents, mais qui du coup sont infiniment plus chers, infiniment plus consommateurs de matières premières, et pour lesquels on a des solutions d'accessibilité qui sont finalement assez limitées. C'est pas le leasing social qui va concerner l'année prochaine 20 ou 30 000 personnes qui nous permet de résoudre le problème de verdissement de notre parc. On a besoin pour cela d'avoir des véhicules électriques beaucoup plus accessibles, beaucoup plus nombreux et probablement positionnés assez différemment dans l'économie des mobilités que ce qu'on a tendance à imaginer aujourd'hui. Ça fait partie des enjeux et ça c'est un chantier qui reste assez largement à entamer parce que on a effectivement eu tellement peur d'avoir été trop loin en matière de politique publique en décidant l'électrification pour que, en plus, on se risque à demander aux constructeurs de modifier la manière dont ils conçoivent la commercialisation des voitures automobiles, si vous voulez. Un mot de conclusion, Daniel Attias. Qu'est-ce qui reste à faire ? Alors, ce qui reste à faire, c'est des progrès en termes de temps de recharge. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si on recharge sa voiture plus rapidement, c'est quand même un gain qui n'est pas négligeable quand on part assez loin. La deuxième chose, c'est qu'aussi, on change de mode. On change de mode culturel, de mode de... Quand on part en vacances aujourd'hui, on voudrait pouvoir finalement prendre le temps. Et il y a des interviews intéressantes qui montrent que des familles avec des voitures électriques s'arrêtent 3-4 fois pour aller en Normandie, mais prennent le temps aussi de la visite, le temps de vivre quelque part, parce qu'avec l'électrique, il va falloir vivre effectivement peut-être un peu plus lentement. Si on a la possibilité de le faire, je veux dire, si ça n'est pas contradictoire, par exemple avec des déplacements professionnels, un mot de conclusion, Bernard Julien ? Oui, je pense qu'effectivement, le chantier électrique est en train d'être ouvert. Pour l'instant, on a eu, je l'indiquais, une attitude assez conservatrice en disant, on va mettre finalement le véhicule électrique en lieu et place du véhicule thermique. Je pense qu'on va s'apercevoir très rapidement que procéder de la sorte, c'est une impasse, et puis c'est aussi rater une opportunité de réviser nos manières de vivre ensemble et de vivre avec l'automobile. Et je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut que nous regardions pour que l'électrification soit davantage démocratique et soit une opportunité de réfléchir à nos mobilités au-delà de ce que ça peut vouloir dire pour l'industrie automobile. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Bernard Julien pour vos explications et merci Daniel Attias qui était avec nous en studio.